Martineau. L'opinion populaire. On est en train de virer fou, là. Mathieu Bock-Côté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien maintenant. Aïe, 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 aïe. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas. La rencontre Martineau-Bock-Côté. Mathieu, est-ce que ça t'inquiète ce qui se passe en Israël où tu te dis, bon, l'Iran devait effectivement réagir, ils l'ont fait, puis ça va s'arrêter là? Non, moi, je suis fasciné par ceux qui se réclament de la non-inquiétude. Ils ont le sourire au bec, ils ont le sourire au coin, puis ils disent, ah, c'est pas très grave, ne vous inquiétez pas, tout est chorégraphié, nous sommes dans un grand ballet diplomatique. J'entends l'argument, là, c'est-à-dire, on l'a vu il y a quelques mois, l'Iran a riposté, mais une riposte suffisamment forte pour donner l'impression qu'elle n'était pas faible, mais suffisamment faible pour qu'elle n'engendre pas un effet d'engrenage d'explosion. Très bien. Voilà. Mais là, la frappe était plus forte aujourd'hui. Elle était plus forte et le dôme de fer, qui est le système d'autodéfense d'Israël, a quasiment été saturé. Faut pas l'oublier. Ensuite, moi, ce qui me frappe chez tous ces gens, des professionnels du réconfort, c'est qu'ils oublient qu'on n'envoie pas une série de missiles comme ça sans prendre un risque. Imaginons que le dôme de fer, il y a eu une faille, puis un missile soit tombé sur Tel Aviv, qu'un missile soit tombé sur une ville significative, qu'il y a eu dès lors des milliers de morts. L'histoire du monde bascule à l'instant. L'histoire du monde n'est plus la même. Imaginons que dans sa riposte, Israël veuille par exemple détruire les installations nucléaires en Iran, mais un missile, pour une raison ou pour une autre, est mal calibré et touche une population civile très sérieusement. On semble oublier, puis à partir de là, les puissances, les Russes s'en mêlent pour soutenir l'Iran. Les Américains soutiennent Israël, bien évidemment. Il y a chaque puissance est obligée de se positionner d'une manière ou de l'autre. Moi, je trouve qu'une situation comme celle-là a un potentiel 1914. 1914, on le sait, ça aurait dû être une guerre balkanique mineure au début, puis par un jeu d'alliance, mais ça a entraîné le début du suicide de la civilisation européenne. Il y a aujourd'hui dans le monde, je considère, 3 points de contact où un conflit local pourrait devenir un conflit global. Taïwan, avec le choc entre les États-Unis et la Chine, l'Ukraine, évidemment, on l'a devant nous tous les jours depuis 2 ans, et le Proche-Orient. Et qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Chaque fois, on a des gens qui disent « Ne vous inquiétez pas, il y a un système de pare-feu régionaux pour que ça ne s'embrase pas. » Mais c'est pas comme ça que fonctionne l'histoire humaine. Il suffit d'une brèche quelquefois. Il a suffi d'assassiner François Ferdinand, Gavrilo Princip de mémoire, qui l'a assassiné en 1914, et des millions d'hommes sont morts. Il suffirait d'un missile mal tiré, d'une défaillance technique quelque part pour que la chorégraphie des ripostes coordonnées et équilibrées se décompose devant nous. Il y a quelque chose qu'on doit prendre au sérieux, d'autant qu'on est dans une époque qui renoue avec le tragique. Renouer avec le tragique, c'est quelquefois on quitte la résolution socio-économique des problèmes techniques et technocratiques, et là, d'un coup, les hommes sont confrontés à la question de la vie et de la mort. Moi, je suis fasciné par ceux qui veulent nous rassurer à tout prix. Et en plus, tu disais les 3 points là, de friction, le Taïwan, l'Ukraine et le Moyen-Orient, c'est que le Moyen-Orient ajoute à ça la dimension religieuse, c'est-à-dire illogique. Comment tu peux régler des conflits dont la base même est la religion, tu sais? À un moment donné, on est au-delà de la logique, là. Tu noteras que dans le cas de l'Iran, il y a une ambition régionale de l'Iran depuis longtemps. Parce que l'Iran, et ça c'est l'originalité de l'Iran, c'est la république islamique par laquelle est née la vague islamiste qui déferle sur le monde depuis 1979, mais c'est aussi un pays de vieille civilisation, la civilisation persane. Et on a souvent dit, et Gilles Kepel le répétait dimanche dernier, l'Iran c'est le pays où l'islamisme pourrait tomber. C'est le pays où l'islamisme comme idéologie, comme régime pourrait tomber et où la vieille identité perse viendrait balayer l'idéologie islamiste aux commandes du régime. Mais pour l'instant, cette idéologie est encore aux commandes. Il y a différentes factions en Iran, c'est pas un seul bloc. Il y a des franges plus conservatrices comme partout, plus pragmatiques, et il y a des franges qui ont un véritable imaginaire apocalyptique. Quelle est l'ambition de ces franges apocalyptiques? C'est notamment l'anéantissement d'Israël. Donc,
autant l'Iran veut être une puissance régionale forte, pour ne pas dire hégémonique, ça, on pourrait dire qu'on comprend ça, c'est la rationalité d'un acteur régional majeur, mais la frange apocalyptique du régime de Téhéran, elle veut anéantir Israël. Donc, quand on est dans cette logique, on n'est plus dans la politique classique, on est devant une logique, tu dirais, religieuse et irrationnelle. Je t'avouerai que le 20e siècle nous a fait la preuve que des idéologies tout à fait athées peuvent être parfaitement irrationnelles aussi. Mais le communisme en a fait la preuve, je crois. Mais cela dit, dans la séquence présente, il y a cette obsession d'anéantir Israël qui est partagée par le Hezbollah, qui est partagée par le Hamas. Donc là, on comprend qu'Israël se dit, on ne peut plus tolérer d'avoir autour de nous à temps plein des gens qui veulent notre anéantissement. Puis de l'autre côté, on se dit, mais on n'a pas non plus envie d'être entraîné dans une guerre globale. C'est le tragique de l'histoire. En même temps, je pense que, tu sais, j'en parlais tantôt avec un expert, l'Iran ne pourrait pas faire le poids contre l'Israël et les États-Unis ensemble. Et cela dit, t'imagines, si effectivement l'Israël et les États-Unis déclarent la guerre à l'Iran et débarrassent le peuple iranien du régime des mollahs, je pense que le peuple iranien serait content, serait heureux, se sentirait libéré. Alors, tu dis, l'Iran seul contre les États-Unis et Israël, j'entends. Mais c'est pas l'Iran seul là-dedans, c'est l'Iran et peut-être la Russie. Faut voir qu'il y a des alliances, chacun a ses alliés. Ensuite, je t'avouerai, autant j'ai une aversion totale pour le régime des mollahs, autant j'espère que les Iraniens vont se libérer eux-mêmes des mollahs tôt ou tard. Autant je t'avouerai que les politiques de regime change, de changement de régime, là, depuis 2003, moi je suis vacciné contre ça. On a essayé avec Saddam Hussein, on a vu ce que ça a donné. Ça a donné à terme l'État islamique, faut pas se tromper. On a essayé avec Kadhafi, on a vu ce que ça a donné. Donc moi, quand l'Occident arrive quelque part en disant nous allons nous délivrer du régime maléfique et nous allons planter une démocratie, moi j'appelle ça, on va planter une démocratie, on va planter une constitution, puis il va pousser un nouveau New Jersey, là. C'est pas comme ça que s'écrit l'histoire. Donc, autant, moi, je leur souhaite de se libérer de leurs tyrans, autant je ne nous souhaite pas de nous engager dans une logique de changement de régime. Jusqu'ici, ça n'a pas donné grand-chose de bon. Et tes collègues et consoeurs en France, journalistes, ils sont quoi? Optimistes, pessimistes, inquiets? Ils sont comment, ces news, par exemple? Un peu comme partout ailleurs, hein. C'est-à-dire, il y a ceux qui disent, bon, mais c'est un autre moment de la chorégraphie régionale où chacun décide de montrer ses muscles. Bon, puis il y en a d'autres qui disent, puis ils n'ont pas tort, c'est à peu près ça qu'on a probablement devant nous. Puis il y en a d'autres qui disent, il suffirait d'une brèche pour que tout dérape. Il suffirait d'une brèche. Parce que je sais pas si tu as vu aujourd'hui, en plus de la frappe de l'Iran, il y a eu, on attend le détail encore, mais un attentat terroriste en Israël. Oui. Où il y a eu je pense 4 ou 8 morts. 8 morts. Ouais. Non, 8 morts, ouais. Non, alors là, donc ça faisait aussi partie du portrait. Mais il faut simplement, je pense, faut voir, c'est-à-dire, on n'est plus, c'est une rupture qu'on doit faire. Je pense qu'on l'a fait pour la plupart. Nous ne sommes plus dans le monde de la gouvernance globale, éthique, régulée par le marché des institutions internationales. Le système onusien a fait faillite. Pour l'essentiel, on est dans un monde multipolaire avec des grandes puissances, la Russie, la Chine, l'Afrique. Les alliances, ça peut être un jeu de domino complètement fou. Et l'Occident n'est pas le plus fort, est encore le plus fort, mais n'est plus le seul fort dans tout cela. Donc ça fait partie des choses qu'on doit garder à l'esprit. Notre toute-puissance des derniers siècles est aujourd'hui relativisée. Donc il faut peut-être apprendre à penser à nos propres intérêts sans se prendre pour le monde entier au grand complet. Merci beaucoup là-dessus, Mathieu Bock-Côté, qui est un frère de rhume. Frère de rhume, oui. Mais je m'en libère demain, je crois. Salut, bye. Bye.